accueillons aujourd'hui pour un débat deux jeunes qui représentent deux candidats et qui ont accepté d'être avec nous aujourd'hui pour débattre de trois sujets, l'éducation, le travail et emploi et la francophonie. Ces deux jeunes, ce sont Sacha Houlié pour Macron, Emmanuel Macron, les jeunes pour Macron, et Gaëtan Dussaucé pour Marine Le Pen. On va commencer par un sujet qui normalement concerne les jeunes générations, l'éducation. J'aimerais avoir très rapidement votre point de vue sur les propositions essentielles à mettre en œuvre après les élections dans ce domaine. Le travail à faire, c'est évidemment, dès le début, dès le départ, à l'école primaire. Puisqu'il faut, pour essayer de relever justement le niveau qui s'est énormément affaissé du fait de 40 années de laxisme en matière d'éducation scolaire de la part de la gauche et de la droite main dans la main, il faut essayer de relever le niveau. Pour ça, nous demandons à insister davantage sur les fondamentaux, c'est-à-dire l'enseignement du français, l'enseignement de l'histoire et l'enseignement des mathématiques. Sur le français, c'est simple, il faut supprimer les ELCO et au contraire, accorder 50% du temps d'enseignement à l'apprentissage du français et non pas l'apprentissage en français comme on l'entend très souvent, puisque évidemment, le simple fait de s'exprimer à l'oral en français ne permet pas de bien saisir toute la complexité de la langue de Molière. Très bien, merci beaucoup. Parfait. Je vais revenir tout à l'heure sur ces propositions. Je vais d'abord interroger Sacha. Il faut concentrer les moyens sur effectivement l'école primaire, ce qui implique dans notre idée de faire plus pour ceux qui ont le plus besoin. Et pour cela, on divisera les classes par deux pour atteindre un maximum d'élèves, de 12 élèves par classe dans les zones REP et REP+, qui sont les quartiers les plus sensibles et dans lesquels on rencontre le plus de difficultés. Ça, c'est une première mesure. Mais cette mesure, elle s'associe aussi, elle vise directement les élèves, elle doit être accompagnée des mesures qui concernent les professeurs et les enseignants, pour que le travail des enseignants qui sont dans les zones en difficulté que je viens de décrire soit également valorisé. C'est-à-dire que dans une classe normale, où il n'y a pas d'élèves qui sont en surdifficulté, on peut mettre des méthodes d'enseignement à la liberté du professeur, c'est l'autonomie des enseignants que je décrivais au départ. On peut mettre en œuvre des solutions dans lesquelles on traite les élèves à effectif constant. En revanche, dans des classes où vous avez 25 élèves en difficulté, parce que l'origine sociale est modeste, parce qu'il y a des écarts de langue, parce qu'il y a une paupérisation qui est liée à une ghettoisation dont on pourra parler d'ailleurs sur les zones périphériques, sur la banlieue, sur plein de sujets, des zones qui sont zonées, qui sont les zones REP et REP+, et bien là, on ne peut plus faire le traitement différencié que j'évoque, parce que tous les élèves sont en difficulté. Pour vous deux, l'important c'est l'école primaire. Mettre le plus de moyens dans l'école primaire. Donc c'est en fait un point sur lequel vous rejoignez, si je ne me trompe pas. Là où on va avoir des points de vue différents, c'est déjà sur les réformes à mener à l'école primaire, mais aussi après sur la poursuite justement de la formation des élèves. Et vous deux, vous pensez quoi de la formation des enseignants, justement, leur formation continue? Il est certain qu'il y a de grands progrès à faire parce que ce qui m'inquiète énormément, c'est ce qui arrive à la fin de cette formation, justement, à l'aboutissement de cette formation, où on envoie ceux qui ont le moins d'expérience, parfois dans les zones les plus compliquées, justement, pour enseigner. Puisque c'est à force d'accumuler des points, etc., qu'on peut après prétendre avoir une plus grande liberté sur l'accès des zones et des établissements dans lesquels on va enseigner. Donc là-dessus, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Il faut au contraire mettre ceux qui ont l'expérience, ceux qui ont les compétences requises dans les endroits les plus compliqués. Vous vous rejoignez sur ce point d'ailleurs. Oui, mais ça c'est une question de bon sens en fait, c'est pas une question d'être ou avec Macron ou avec Marine Le Pen, c'est juste une question de bon sens, mais malheureusement ça n'a toujours pas été fait. Moi j'aimerais juste revenir un peu sur ce qu'on appelle l'autonomie de la pédagogie des enseignants, etc. En effet, ça fait très nombreuses années qu'on entend parler de ça et on voit bien que ça ne fonctionne pas. Et en plus de ça, la première conséquence finalement de cette décision qui est prise au niveau national, c'est de renforcer les inégalités entre les territoires. Puisque à chaque fois, vous allez vous retrouver justement avec des endroits où sociologiquement, bien sûr, je dis pas le contraire, mais des endroits où sociologiquement ils ont, on va dire, un capital un peu plus confortable, où ils vont pouvoir du coup accéder à des méthodes pédagogiques qui sont un peu plus supérieures, on va dire, à la moyenne. Et de l'autre côté, là où il y a les classes populaires, les classes sociales défavorisées, il y a au contraire justement un laisser-faire qui ne prend pas. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment avoir une méthode rigoureuse. Par exemple, sur l'enseignement du français, il y a la méthode syllabique sur laquelle on était revenu. Il faut rétablir des heures d'enseignement qui ont été supprimées aujourd'hui. Parce que il y a le temps scolaire qui est l'enseignement, qui doit être global par rapport au temps passé en classe. Et il y a tout ce qui peut être l'activité périscolaire qui ensuite vient après, qui peut être aussi assumé par les établissements scolaires. Et c'est la question d'autonomie dont je vais parler ensuite sur comment on aménage le hors temps scolaire. Mais quoi qu'il en soit, il y a un vrai sujet de dire qu'on concentre
des moyens là où les gens ont le plus besoin. C'est la proposition qu'on fait. Et après, pour ce qui est des écoles où cela fonctionne, il n'y a pas de raison de changer la donne, puisque comme tu le disais Gaëtan tout à l'heure, il y a des endroits où il y a plus de moyens, et dans ces écoles, il n'est pas question de mettre plus de moyens qui soient financiers ou humains. Vous n'avez pas parlé ni l'un ni l'autre des enfants qui souffrent d'un handicap. Quelles sont vos propositions concrètes sur le sujet ? Il est vrai qu'aujourd'hui, il existe encore des discriminations, et encore une fois, des discriminations et une inégalité des chances finalement qui suit d'une manière assez logique aussi les revenus et les moyens financiers des familles. Donc là aussi, une discrimination un peu sociale. Puisque en effet, quand une famille a les moyens de mettre l'argent nécessaire, l'apport financier nécessaire dans l'éducation de leurs enfants, eh bien, ils peuvent les mettre dans des centres spécialisés, etc. Ou la localisation géographique, habiter à Paris. Tout à fait. Donc nous, pour ce faire, ce que nous voulons, c'est prendre cette responsabilité de revaloriser justement les professions liées au personnel, aux accompagnants justement de ces personnes en situation de handicap, pour qu'ils puissent accéder sans aucune frustration possible, sans aucune discrimination possible, parce qu'il faut aussi évidemment insister sur on va dire l'enseignement civique par rapport à l'ensemble de nos concitoyens, notamment auprès des plus jeunes. Nous voulons donc renforcer ces accompagnants pour que les enfants en situation de handicap puissent accéder justement à l'école publique sans aucune difficulté, qu'elle soit financière ou qu'elle soit civique, si jamais il y a des discriminations dans ce sens-là. D'accord, merci Gaëtan. Et vous, Sacha ? Moi, je pense qu'il y a deux sujets. Il y a d'abord un sujet qui est celui de l'accessibilité motrice. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'établissements qui, en dépit de la loi de 2005, qui n'est pas appliquée ou pas suffisamment appliquée, sont encore inaccessibles. Il y a évidemment tout un plan à conduire sur ce sujet, et il faudra s'assurer dans le cadre du prochain quinquennat que tous les établissements publics respectent la loi de l'accessibilité de 2005. Sur ce qui est des revenus des parents, il est prévu dans le programme d'Emmanuel Macron d'augmenter de 100 € par mois l'allocation handicapée. Et pour les parents ne sont pas forcément handicapés ? Non, mais pour l'allocation qui est allouée pour l'enfant. Pas éligible à l'allocation adulte handicapé ? Pas l'allocation adulte handicapé, c'est l'allocation les aides qui sont versées au titre du handicap. D'accord, parce que j'avais lu dans le programme d'En Marche que c'était seulement l'allocation adulte handicapé. Non. C'est pour ça. Et deuxième chose, il y a effectivement un statut des travailleurs sociaux qui sont intervenants à l'école, qui sont les AVS, et qui aujourd'hui... Les auxiliaires du vie scolaire. Exactement. Oui. Et qui aujourd'hui sont des personnes qui sont insuffisamment rémunérées pour le travail qu'elles exercent. Donc, c'est le seul problème? Est-ce qu'elles sont non, suffisamment nombreuses? La difficulté c'est qu'elles ne pas nombreuses, mais surtout elles n'ont pas de revenus décents pour les travaux qu'elles exercent. Donc le but, c'est que ces personnes-là soient présentes toute la journée avec les élèves, et qu'on leur octroie un vrai statut avec des salaires décents qui leur permettent d'accompagner les élèves à l'école dans la durée, et donc finalement d'avoir une journée équivalente pour un élève qui a un handicap comme pour celui qui n'en a pas.